Hey beautiful ladies, les amis, j'ai été déconnectée. Comment vous allez? Faites-moi un petit coucou si vous me voyez, vous m'entendez, vous arrivez. J'espère que tout va bien pour vous. J'attends un peu que vous vous connectiez, je vois personne et je sais pas pourquoi ça s'est déconnecté. Bref, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. On va continuer à parler un peu du haut potentiel, des personnes à haut potentiel et du fonctionnement des personnes à haut potentiel. Parce que j'ai discuté aujourd'hui avec une superbe cliente du programme Believe et du coup qui se reconnaît pas mal dans les caractéristiques des personnes à haut potentiel et qui m'a dit qu'en fait elle comprenait pas toujours tous les mots etc qu'elle devait chercher. Et c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment introduit le sujet. C'est vrai que j'ai souvent eu tendance à rentrer droit dans le vif du sujet sans vraiment introduire le sujet, sans vraiment parler de la définition des mots. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques petits détails. Hey Maddy, coucou Ilham, j'espère que vous allez bien. Mettez un petit hashtag live si vous êtes en live. Mettez un petit hashtag replay si vous êtes en replay. Ça me ferait plaisir de savoir qui est en train de suivre. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport aux personnes à haut potentiel. Donc, le terme HP qu'on voit partout, c'est haut potentiel. C'est exactement la même chose que lorsqu'on parle de surdoué. C'est exactement la même chose que lorsqu'on parle de douance et c'est exactement la même chose que lorsqu'on parle de personnes atypiques, neuroatypiques et lorsqu'on parle de zèbres. Tous ces mots-là sont exactement les mêmes. Donc c'est vrai que moi je parle souvent de HP, mais ça veut dire haut potentiel. Donc pourquoi moi j'aime pas le mot surdoué? C'est vrai que ça dérange beaucoup d'ailleurs ce type de personne, parce que surdoué c'est comme si on disait qu'on était plus que quelqu'un d'autre, ou plus doué que, ou plus intelligent que, et ça nous énerve de donner cette définition cliché parce que c'est pas du tout ça. Il y a personne qui est plus intelligent qu'eux, on a tous des intelligences différentes, des fonctionnements du cerveau différents. Donc moi, j'aime pas vraiment surdoué. Pourquoi? Parce que c'est le mot qui m'a empêché d'approfondir mes recherches sur cette piste de haut potentiel quand on m'a mis sur ce chemin-là, quand on m'a mise sur cette piste-là, je voyais surdoué partout, ça me donnait pas envie de rechercher parce que pour moi, je l'étais clairement pas. Je me disais, non mais j'ai jamais eu des 19 en maths, j'aime pas trop les maths, j'aime pas spécialement les maths, j'ai pas un don extra fou du type faire du piano les yeux fermés ou retenir toutes les capitales avec leur population ou j'en sais rien, moi tous ces trucs qu'on voit un peu partout qui sont des dons de fous qui représentent les surdoués en général. Et du coup ça m'a fait perdre du temps et ça m'a épuisée dans mon énergie parce que j'ai retardé le processus parce que je me reconnaissais pas dans le truc et j'avais même pas envie de me reconnaître dans le truc et pour moi c'était complètement aberrant. Du coup au potentiel ça me parlait un peu plus parce que je constatais que dans certains domaines j'avais ce potentiel à faire des choses très facilement et très rapidement et j'étais très multitâche dans certaines choses et ça me parlait un peu plus parce que je remarquais que j'aimais faire plusieurs choses, que j'aimais m'intéresser à plusieurs choses et que voilà, au potentiel ça me parlait un peu plus même si j'avais pas l'impression que je l'étais réellement, mais ça correspondait, c'était un peu plus souple que le mot surdoué. Jeanne Siofachan, je crois que c'est la première qui a parlé de zèbre. Zèbre pourquoi? Pour dire... Hey Martine, les HCP, haute capacité de perception, génial, j'adore, merci pour ton partage, non j'adore, c'est ça, haute capacité de perception. Et c'est ça en fait, tout ce qui assouplit un peu le langage, le mot, parce que justement quand on est des personnes à haut potentiel, les mots, leur définition, leur signification, le détail du truc a énormément d'importance pour nous. On ne peut pas utiliser des mots juste comme ça et les accepter juste comme ça. Dans le cerveau, ça passe pas. Du coup, oui, j'adore le HCP. C'est bon, c'est bon, c'est intégré, incarné, on va l'utiliser dorénavant. Il y a zèbre aussi, zèbre, je pense que c'était pour assouplir encore plus, pour dire qu'en fait les zèbres c'est juste des chevaux à rayures et que tous les zèbres se ressemblent physiquement, mais quand on va chercher en fait
aucune rayure ne ressemble à l'autre et aucun zèbre ne ressemble à son voisin. Donc, en fait, leurs rayures, c'est comme si c'était un peu leurs empreintes digitales, quoi. On ne peut pas les reproduire, elles ne se ressemblent pas. Et pourtant, physiquement, on pourrait croire que tous les zèbres se ressemblent. Mais au fond, non. Ils ont un code génétique bien différent. Donc, si vous voulez, c'est ça, en fait. Les surdoués, les personnes à haut potentiel, les personnes à haute capacité de perception, Martine, c'est des personnes qui ressemblent aux autres, en fait. Elles font partie de la catégorie de l'espèce humaine, quand même. Mais quand on va chercher en profondeur, leur fonctionnement du cerveau n'est pas du tout le même. D'accord? Donc, c'est juste ça, en fait. Un surdoué, c'est quelqu'un qui ressemble à tout le monde, mais dont le fonctionnement du cerveau est différent. On parle souvent de personnes typiques et de personnes atypiques, ou de personnes normales et de personnes anormales. Non, les surdoués ne sont pas anormaux et les personnes normales ne sont pas normales. Tout le monde est normal et tout le monde est un individu à part entière. Tout le monde est extraordinaire dans toute son unicité. Donc, il n'y a pas de normal, anormal. Par contre, j'adore le terme de typique, de neurotypique et neuroatypique. Ça me parle un peu plus. Souvent, on associe HP à une intelligence intellectuelle, ce qui n'est pas forcément ça. Exactement. C'est ça, et c'est ce qui empêche, Martine, les gens d'aller creuser cette piste-là, même quand ils se reconnaissent dans les caractéristiques du haut potentiel. Ils ne vont pas creuser parce que pour eux, ça veut dire être intellectuellement intelligent, ça veut dire être super cultivé. Ça veut dire pouvoir discuter de tout, surtout avec tout le monde. Ça veut dire tout ça, quoi. Être bon en maths, en physique aussi, en astrologie, en astronomie, ce genre de choses. Mais c'est pas ça du tout. Et du coup, les personnes bloquent, elles se disent non, moi j'ai été en échec scolaire, ma vie a été une souffrance, je m'entendais avec personne, mes amis me rejetaient, je me suis intégrée à aucun groupe, j'ai aucun talent incroyable, donc je peux pas l'être. Et du coup, ce cliché-là, il faut vraiment le détruire, le neutraliser, parce que j'ai vraiment beaucoup de personnes qui viennent dans mes accompagnements, qui se reconnaissent dans les caractéristiques du haut potentiel et qui viennent en croyant que c'est une intelligence intellectuelle haut potentiel. Et du coup, ils se disent, mais je me reconnais dans ce que tu dis, mais ça peut pas être moi, c'est pas possible. Donc ça, tu as raison, Martine, c'est vraiment un truc sur lequel il faut insister. Donc, qu'est-ce que je disais? Hey Céline! Ah, je suis trop contente de te voir ici. Bienvenue à toi sur mon profil. J'espère que tu vas bien. Il faudra que je prenne de tes nouvelles là et qu'on discute un peu. Alors, ce que je disais, c'est que, voilà, surdoué, c'est pas ça. Et j'aime bien les termes de neurotypique et neuroatypique parce que là, il y a le mot neurologique, un fonctionnement neuronal. Et ça, c'est important. Ça, d'accord. Ça, on peut dire qu'il y a des personnes qui sont neurotypiques et des personnes qui sont neuroatypiques. Le fonctionnement du cerveau, il est différent. Et c'est ce qui explique les caractéristiques. D'accord? C'est ce qui explique la personnalité des personnes à haut potentiel. Donc là aujourd'hui, je peux pas vous donner le détail du détail de tout, mais c'est vrai que j'ai une cliente justement qui m'a dit, mais en fait moi je comprenais même pas ce que ça voulait dire HP, je comprenais pas ce que ça voulait dire penser en arborescence. Plaisir partagé Céline. Penser en arborescence. Une pensée en arborescence, je vais vous l'expliquer de la façon la plus simple que je peux. Vous allez imaginer une personne typique, donc normale, pas à haut potentiel. Quand elle réfléchit, elle a une pensée linéaire. Une pensée linéaire. Ça va de A à B à C. Il y a une situation, un résultat. C'est une pensée linéaire. On va droit du truc au truc. C'est réglé. D'accord ? Une pensée en arborescence, comme son nom l'indique, vous allez imaginer un arbre avec une racine, avec les racines là, et puis une branche qui part par là, et puis une autre branche qui part par là, et puis cette branche donne naissance à d'autres branches, et puis d'autres petites branches, et puis d'autres branches, ce qui fait que quand vous discutez, c'est... comment je pourrais dire ? Ça peut être une catastrophe pour la personne en face si elle ne connaît pas ce mode de fonctionnement, mais vous, chez vous, tout est clair. Vous passez d'un truc à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, mais on risque de faire perdre le fil de la conversation aux autres. C'est-à-dire une chose vous fait penser à une autre chose qui vous fait penser à une autre chose. Ça s'appelle faire des liens neuronaux. On fait des liens neuronaux. Il y a des connexions neuronales, paf, 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 dans le cerveau,
qui se font très très vite. Ça, c'est une des plus grandes caractéristiques des personnes à haut potentiel, c'est que leur cerveau fait des synapses. Il y a une synaptogénèse de dingue, il fait des synapses, les neurones communiquent entre eux très très vite, ce qui fait qu'il y a un traitement de l'information extraordinaire. Ça va super vite. Yeah, Amina, bienvenue sur mon profil. Je suis contente de te recevoir. Oui, moi aussi je suis comme ça, je me disperse et ça doit se voir et je perds le fil de ce que j'ai envie de dire parce que une chose mène à une autre et on n'arrive pas à rester sur ce petit chemin-là restreint, enfermé. Voilà, donc c'est ça. C'est pas bon, c'est pas mauvais, ça se gère, ça se travaille, ça se gère. C'est pas mauvais du tout et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes super créatives, c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont plein de projets, qui mettent en place plein de projets, c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont plein d'idées, qui ont plein d'idées de contribution au monde, etc. C'est grâce à cette pensée en arborescence. Elles ne sont pas juste comme ça. Après, évidemment, ça peut aussi poser des soucis. Moi, ça m'a posé des soucis dans ma scolarité. Parce que quand on me donnait une définition et qu'il fallait s'arrêter là sans chercher ailleurs, moi ça me dérangeait. Quand on me donnait justement une équation mathématique et qu'on me disait ça égale ça sur ça plus ça me dérangeait. Pourquoi? Mais d'où ça vient? Et comment? Mais qui a mis ça en place? Et pourquoi il n'y a pas d'exception? Ah mais ça me fait penser à ça. Ah mais ça me fait penser à ci et ça me fait penser à ça. Et je pars dans des délires complètement fous. Alors, je me reconnais totalement dans ce modèle, un sacré challenge pour moi, mon petit cerveau en ébullition, ouais, c'est ça. C'est justement ça. Et comment faire? En fait, oui, alors je réponds à Céline, oui, ton cerveau en ébullition, et c'est pour ça qu'on parle d'un mental envahissant. Parce que ça n'arrête pas, en fait. La tête n'arrête pas. On va voir. Enfin, moi, je vous dis comment moi je suis. J'avais fait un live, je pense que vous allez apprécier, je vous mettrai le lien de ce live. C'était sur les bizarreries de mon haut potentiel, mes bizarreries à moi par rapport au haut potentiel, et du coup je parle de comment moi je me sens là-dedans et ce qui m'arrive et ce que je fais et tout. Le mental en ébullition, c'est que je vais être posée, je suis en train de travailler sur un truc et puis je vais regarder là-bas, il suffit que je vois un sucre ou que je vois, je sais pas, une cuillère ou un fouet et je vais me dire ah tiens je vais faire un gâteau et puis je me lève et puis je vais commencer à faire un gâteau et puis je vais me dire le four il est allumé, je vais faire du pain ou je vais faire un truc et puis ensuite je vais penser ah ma voisine elle est âgée et tout, ça lui ferait plaisir de lui emmener du pain chaud et puis je vais lui emmener du pain chaud et puis ma voisine elle va commencer à discuter avec moi d'un autre truc qui va me faire penser aux vacances et je vais rentrer, je vais commencer à faire une recherche sur où passer les vacances. Ou après, les vacances, le soleil, la mer va me faire penser que j'ai trop envie d'habiter au bord de la mer. Et puis je vais regarder les maisons qui sont en vente. Et ma journée, elle peut partir comme ça en fait. En fait, ça fait quelques années maintenant que je maîtrise ça. Donc c'est plus comme ça me pénalise plus du tout. Tout ça. Mais effectivement, qu'on ne sait pas qu'on est comme ça, qu'on ne comprend pas qu'on est comme ça, qu'on ne met pas de lumière sur ça, qu'il n'y a pas de mise en lumière, de prise de conscience, ça peut être super pénalisant. Et puis, il m'arrivait d'aller dormir, et puis la nuit, j'ai une idée, et puis je vais me lever, et puis je vais l'écrire sur, dans mon petit calepin, ou alors je vais faire une liste de courses à minuit, comme ça demain, j'ai pas à y réfléchir, et puis voilà, et puis je construis, tac, 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 pour être organisée, pour être au top des trucs et tout, enfin, ça peut être fou. Fou. Écoute Amina, comment faire pour canaliser le mental envahissant? Moi j'ai des techniques maintenant, des outils neuroscientifiques qui permettent de calmer tout ça. Tu peux utiliser la visualisation, il y a la méditation, il y a la cohérence cardiaque, bref, il y a plein d'outils, mais il faut savoir quoi en faire, il faut l'utiliser de façon régulière, il faut que ça ait du sens. Mais en tout cas, c'est très faisable de travailler sur un cerveau. C'est sûr que je ne peux pas te dire là tout de suite comme ça, en très peu de temps, mais il y a des solutions à ça, c'est juste incroyable. Et j'ai fait un live hier pour vous dire qu'il ne faut jamais croire que vous êtes condamné avec ce cerveau comme ça à rester comme ça toute votre vie. On a 100% d'impact sur notre cerveau, quasiment. Donc, il y a toujours quelque chose à faire pour arranger ce qui ne va pas dans notre mode de fonctionnement. Donc voilà, la pensée en arborescence, c'est vraiment ça. C'est
une idée qui mène à une autre idée, qui mène à une autre idée, et ça donne des idées, et puis tu as envie de mettre en place un projet, et puis entre-temps, avant que tu aies fini ce projet, tu en as un autre déjà, donc tu le lances. C'est un peu comme lire un livre et lire un deuxième livre avant d'avoir fini le premier livre, mais en même temps, tu n'as pas envie de lire tout le livre, donc tu sautes au chapitre qui t'intéresse, etc. Et tu passes comme ça, d'un truc à l'autre. Se relever la nuit, ouais. Ah, Aurore! Salut Aurore, bienvenue à toi. Et donc voilà, donc ça c'est la pensée en arborescence. Il y a la pensée linéaire, où les gens veulent pas que vous leur racontiez 36 000 trucs avant que vous arriviez à la conclusion. Ils vont aller de là à là. Et puis il y a les gens comme nous, pour qui le moindre détail dans une conversation est important. Et du coup, quand on va raconter une histoire à quelqu'un, quand on va raconter un truc, un événement, quelque chose, un truc qui s'est passé, on a besoin de passer par le moindre détail. La couleur, le ressenti, ce qu'on a pensé, ce qu'on a vu, ce qu'on a cru que l'autre avait cru, ce qu'on a cru que l'autre a vu, ce à quoi ça nous a fait penser, le bruit qu'il y a eu à ce moment, l'odeur, etc. Tout ça pour arriver au final, à la fin de l'histoire, alors que quelqu'un aurait parlé 2 minutes, nous on va parler 30 minutes. Et la personne en face, peut être un peu fatiguée de ça. Donc, hey Amel, coucou Amel. Si ça c'est pas canalisé, ça peut vous embêter vous, parce que vous comprenez pas pourquoi la personne ne vous comprend pas, etc. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de fou. Moi j'adore parce que maintenant j'ai le contrôle dessus, mais c'est vrai que quand j'y repense, je me dis mais waouh, mais c'est quand même un truc de taré ça. C'est un truc de taré. Et voilà, en fait, c'est moi en quoi ça m'a pénalisé, ça par contre dans ma scolarité par exemple, c'est quand on devait faire des rédactions, je crois que ça s'appelait comme ça, des rédactions, thèse, antithèse, synthèse, fallait faire une thèse, une antithèse, une synthèse. C'était impossible pour moi de synthétiser, parce que pour moi, il y avait toujours des mais, il y a toujours des exceptions, il y a toujours plein de choses à dire, on ne peut pas faire une synthèse. Et du coup, je me tapais tout le temps des 9 sur 20, à cause de ça, parce que je me dispersais et j'avais toujours ces remarques avec les parenthèses hors sujet, hors contexte, hors sujet, hors contexte, un peu partout sur mon travail. Parce que j'arrivais pas à faire une thèse, une antithèse et une synthèse. Vous voyez, donc ça peut pénaliser quand vous avez des travaux à rendre ou des devoirs ou peu importe, où il faut être dans une boîte. Là, vous êtes restreint dans votre façon de penser. Alors que votre cerveau, il a envie de partir dans tous les sens. Et le fait qu'on lui dise non, il faut que tu parles de ça et de ça seulement, c'est très très difficile. C'est très très dur. Surtout quand une chose vous fait penser à l'autre et vous fait penser à l'autre. Et moi, j'avais vraiment ce problème-là. Je pouvais faire une thèse, parfait, mais quand je fais l'antithèse de la thèse, ça me fait penser à autre chose dans la thèse et je reviens à la thèse et ça me fait penser à une autre antithèse et ça me fait penser à l'exception de la thèse de l'antithèse et ça part dans tous les sens. Voilà, donc ça peut être pénalisant dans certains cas. Je voulais vous parler d'un truc extra spécial quand même, qui est la synesthésie. Alors dites-moi en commentaire si vous avez, mettez-moi un oui ou un non si vous avez entendu parler de synesthésie. Hey Selma, mettez-moi oui, non, la synesthésie. Moi j'ai découvert la synesthésie dans le livre de Jeanne Sio-Fachin, Trop intelligent pour être heureux. Ce livre est un des premiers livres qui m'a ouvert les yeux en fait, qui m'a fait prendre conscience que, purée, je fais partie de ces personnes bizarres. Donc, la synesthésie, ouais, déjà entendu Aurore. Amina, non. Amel, non. D'accord. Écoutez, je vais vous en parler de la synesthésie parce que moi, je le vis. Et je ne savais pas que j'étais synesthète. Anta! Ouais! Je ne savais pas que j'étais synesthète jusqu'au moment... Synesthète. Jusqu'au moment où je l'ai lu et que je me suis dit, ça existe ce truc, c'est ce que je vis, j'ai pas réussi à mettre de mots dessus pendant tout ce temps. Et en fait, ça a un nom. Et en fait, je suis pas bizarre. Il y a plein de gens comme moi et tout. J'étais trop contente. Alors, j'adore la thèse et l'antithèse et que ça part en cacahuète. Ouais, je te jure, Martine, ma scolarité a été un gros ramassis, fouillis, bizarre, d'incompréhension, d'injustice, de frustration,
C'était bizarre. Alors, Céline, je connais pas. Alors, ouais, bah, super, je vais vous en dire plus du coup, c'est cool. J'aime bien quand on apporte quelques apprentissages nouveaux à notre petit cerveau et du coup, ça va vous permettre peut-être de vous reconnaître là-dedans. Et s'il y en a juste une de vous qui se reconnaît là-dedans, je serai la plus heureuse pour ce soir. Alors, la synesthésie, c'est quoi les amis? C'est quand votre cerveau mélange plusieurs sens à la fois. Votre cerveau mélange plusieurs sens, plusieurs sens. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je vois les jours en couleur et ils ont des formes. Je ne pourrais pas mettre des mots sur les formes, mais les jours de la semaine sont en couleur. Alors, découvert dans le livre, je suis née... Ah oui! Magnifique ce livre, je suis née un jour bleu, ouais. Ouais, ah oui, oui. Ah, ah non, mais tu m'as donné la chair de poule, là. Clairement, ce livre, ça doit être un livre de chevet à lire et à relire. Du coup, moi, je vois les jours de la semaine en couleur. Alors, je vous dis, ils sont disposés en L à l'envers. Il y a le lundi qui est bleu, le mardi qui est noir, le mercredi qui est vert, le jeudi qui est rose un peu foncé, le vendredi qui est bleu foncé qui vire vers un violet. C'est très précis, hein. Et le samedi, c'est aussi un bleu ni ciel ni foncé. Et le dimanche, il est jaune. Donc, autant vous dire que j'aime pas le mardi parce que j'aime pas le noir, parce que je sais pas pourquoi. Le lundi, je suis contente le lundi. Donc moi, l'expression, bah ça va comme un lundi, je le dis jamais parce que j'adore le lundi, je sais pas pourquoi. Le mercredi, pour moi, c'est vert. Alors, je sais pas si c'est parce que toute mon enfance et ma jeunesse, j'ai passé mes mercredis dans des gymnases. Et à l'époque, c'était le sol, il était vert. C'est le sol vert avec les tracés de terrain de foot, basket, volley en rouge. Je sais pas si c'est ça, j'en sais rien. Aucune idée, je sais pas si un jour j'ai vu une frise des jours de la semaine avec ces couleurs-là. En tout cas, c'est comme ça. Alors, incroyable, j'avais jamais entendu ça. Bah écoute Céline, tu me feras un petit retour si tu te reconnais. Je vais vous donner d'autres exemples, vous allez voir. Mal, tu associes les chiffres aux couleurs. Ouais, les chiffres aussi. J'ai retrouvé un dessin que j'avais essayé de faire petite avec la représentation des jours. Et du coup, ça donnait quoi? Donc voilà, donc les jours de la semaine et les mois de l'année, ils sont disposés, ils ont des couleurs, ils ont une espèce d'ombre autour d'eux et de par la couleur et de par le jour, bah, j'ai des jours préférés, des jours que j'aime pas, des jours que j'appréhende, des jours qui me... Enfin, je parle au présent, mais ça va, je maîtrise ça maintenant. Vous savez, c'est des jours qui m'angoissent un peu, je sais pas, le vendredi avait tendance à m'angoisser. Le vendredi, je sais pas, c'est l'angoisse, l'anxiété, la dépression, la déprime. Le mardi, c'est la peur. Le mercredi, c'est l'activité, l'hyperactivité. Le jeudi, je sais pas ce que c'est le jeudi, mais le dimanche, par exemple, ça va être la nature, l'aventure, la découverte. Enfin, c'est fou, c'est fou. Et moi, je savais pas que c'était ça. Un autre exemple. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle et si là, ça vous fait des petits tilts. Un autre exemple, c'est que moi, j'ai des situations qui me mettent un goût à la bouche. Je ne peux pas vous dire c'est quoi comme goût, ça n'a pas de saveur, c'est juste un goût à la bouche et en même temps une texture, comme si j'avais quelque chose en bouche et comme si ma bouche était en train de bouger pour former quelque chose. Vous savez, comme quand vous avez un chewing-gum et que vous le passez d'un côté à l'autre et que vous essayez de faire une bulle et que ça marche pas et puis vous savez, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir un truc qui se balade dans ma bouche qui crée un goût et ce goût il est relié à la situation en question. Je vous donne un exemple par rapport à ça. Si vous êtes de ma génération, en 94-95, je dirais, ou peut-être 95-96, c'était l'année des POG. Est-ce que vous avez connu les POG? Des odeurs dans le nez parfois. Par rapport au jour de la semaine, Martine? Des odeurs par rapport à quoi, dis-moi? Est-ce que c'est les situations, ou est-ce que c'est les jours de la semaine, ou est-ce que c'est les chiffres? Mon fils a vu, entendu un soleil dans une musique et pour lui, le 6 est triste. C'est ça, ben, c'est exactement ça, Aurore. C'est exactement ça, mais ça, est-ce que c'est de la synesthésie? Oui, c'est de la synesthésie, tout à fait, ouais. Le 6 est triste, c'est relier des chiffres à des sentiments, à des émotions, à des couleurs, c'est juste fou.
Ah oui, Martine, par rapport aux situations. Ouais, des odeurs par rapport aux situations. Tout à fait. Hey, Khadija! Coucou, ça faisait longtemps. Je suis contente de t'avoir là. Donc, je vous disais que en 95-96, je jouais beaucoup au PUG. Et je jouais beaucoup. Mais vraiment, je passais mes journées à ça. Et du coup, quand vous avez un cerveau surefficient, votre cerveau, il continue à travailler 10 fois plus encore la nuit par rapport à tout ce qu'il a vécu dans la journée. Donc, ça, c'est normal pour tout le monde. Tout le monde a le cerveau qui reconstitue tout ce qu'il a vécu dans sa journée, qu'il le met dans des cases, qu'il le range un peu, qu'il le stabilise, qu'il met chaque chose à sa place. Mais quand vous êtes à haut potentiel, votre cerveau fait ça puissance 1000. Donc, vous revivez les situations comme si vous étiez vraiment dedans, mais avec les émotions, avec tout ce qui va avec, tout ce qui va avec. Vous êtes dans l'absorption de la situation et du vécu de cette situation au point que ça peut rendre malade en fait. Et du coup, quand j'étais petite, je me réveillais souvent la nuit avec cette situation-là où j'étais en train de jouer au PUG, où je gagnais. D'ailleurs, je gagnais beaucoup de PUG, c'était trop drôle, je sais pas. Voilà, c'était marrant. Et du coup, je me réveille la nuit et j'ai l'impression que je suis en train de jouer et j'ai l'estomac, les intestins, la boule au ventre, je me sens mal et puis j'ai ce goût dans la bouche au point que je pouvais en vomir en fait. Ça, c'est aussi la synesthésie. Vous savez, c'est juste incroyable, c'est relier des situations à des sentiments, à des émotions, mais aussi à des couleurs. Donc les chiffres, vous pouvez les percevoir en couleurs. Un chiffre peut être relié à une émotion. Comme l'a dit Aurore, il me semble, hein, c'est ça, c'est que son fils, du coup, trouve que le 6 est triste. Il y a des chiffres comme ça qui sont insupportables. Et ça peut perturber votre vie au quotidien. Quand vous voyez son fils, s'il voit qu'il est 6h06... voilà, il va être triste. Il ne faut pas le réveiller à 6h06. S'il est né un 6-6 1986, voilà, ça va pas lui procurer des émotions agréables. S'il doit payer 6 euros dans une addition, ça va pas... Voilà, c'est ça. C'est pas du caprice, ça faut bien le comprendre. C'est pas du chichi, c'est vraiment neurologique. C'est le cerveau qui mélange les sens. Autre forme de synesthésie que j'ai moi, c'est, attention, tenez-vous bien là, vous allez entendre un truc très bizarre. Vous êtes prêtes? C'est que le soleil me fait mal aux oreilles. Pas aux yeux, pas à la peau, rien. Le soleil me fait mal aux oreilles. J'ai l'impression que quand le soleil tape, soit dans des fenêtres, soit dans la voiture, soit quand je suis à la plage. Moi, je fais souvent ça. J'aime pas porter des lunettes de soleil. Du coup, je suis tout le temps comme ça. Mais en fait, c'est pas aux yeux qui me fait mal. Il me fait mal aux oreilles. Alors, mettez-moi vos réactions là en commentaire parce que ça, c'est juste fou. C'est que j'ai l'impression qu'il me bouche les oreilles, le soleil. Et quand je dis ça à des personnes typiques, je peux paraître dingue. Donc j'évite de dire ce genre de choses. Donc je vous le dis à vous parce que je me dis, il y a de la bienveillance dans ce groupe quand même. Ouais, Céline, Amel, Martine. C'est bien, on a eu 1 smiley, 2 smileys, 3 smileys, c'est marrant. Donc voilà, le soleil me fait mal aux oreilles. Je peux pas l'expliquer. Je sais pas. C'est pareil, c'est la neurologie, c'est la chimie du cerveau, c'est ce qui se passe dans ma tête. C'est comme ça. Est-ce que j'ai d'autres exemples par rapport à ça? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre. J'avais noté quelques trucs, mais je les ai même pas regardés du coup. Ouais, voilà, c'est tout à peu près. Après, vous pouvez aussi mélanger des textures, avoir des textures, donner une couleur aux mots, mettre une émotion sur un mot. Je mettais aussi beaucoup, et encore aujourd'hui, une émotion sur une personne. Et ça, je pense que c'est plutôt lié à l'intuition. Mais je pouvais voir une personne et je pouvais tout de suite ressentir l'aura qu'elle dégageait. Tu vois, je pensais, voilà, j'arrivais tout de suite à ressentir ses émotions. J'absorbais tout de suite son émotion ou alors je voyais une émotion. Je vois la personne et je peux voir l'émotion de la tristesse ou l'émotion de la peur, même si la personne est joyeuse en fait. C'est juste la personne, la tête de la personne qui va m'inspirer ça, une émotion, alors que la personne ne reflète pas du tout ça. Du coup, quand je vois la personne
devant moi, j'ai l'impression que c'est une émotion qui a une forme, qui a une couleur, qui dégage quelque chose. C'est... Voilà, c'est trop bizarre. Comment je fais pour ne plus avoir mal? En fait, à vrai dire, pour le soleil, c'est encore désagréable pour moi, c'est trop bizarre. Et c'est toujours l'oreille gauche. Donc là, à l'écran, c'est inversé, mais c'est toujours mon oreille gauche. C'est toujours... Ah, vous savez, comme quand vous sortez de la piscine et que vous avez l'impression que vous avez de l'eau dans l'oreille, que vous sautez comme ça pour enlever l'eau, pour mieux entendre. C'est pareil, ça me fait ça. Alors, ça me fait encore cet effet-là. Et quand j'ai ça, je travaille sur mes émotions essentiellement. C'est juste l'émotion, comment gérer le truc et comment changer ma perception de la chose. Parce que comme je vous le dis tout le temps, ça dépend des pensées que l'on a. Donc si je me laisse submerger par mes pensées au moment où ça arrive, c'est-à-dire « Ah, ça me fait chier quoi, c'est saoulant, ça me fait mal, je peux pas continuer à rouler dans la voiture comme ça, c'est gênant. » Des fois j'ouvre la fenêtre et je la referme, j'ai l'impression qu'il manque d'air dans la voiture, c'est trop bizarre. Mais voilà, je gère mes pensées au moment précis. C'est comme ça que je gère la majorité de ma vie en fait, c'est mes pensées par rapport à la situation. C'est ce à quoi je pense. C'est le langage interne. Le langage interne peut résoudre vraiment 80% de vos problématiques dans votre vie au quotidien. Et votre intentionnalité, les intentions que vous posez et le langage interne. Donc voilà, moi pour l'instant, c'est comme ça que je fais pour au mieux gérer cette situation. Alors j'ai bien fait de m'arrêter sur ton live ce soir, j'apprends quelque chose. Ah, mais je suis trop contente Céline. Écoute, c'est mon but, hein, en effet, pour évoluer, pour être en apprentissage constant et permanent. Nos cerveaux ont besoin de ça, donc je suis très contente de t'apporter quelque chose de nouveau. Merci d'avoir été là. Alors moi aussi, tout est beaucoup relié aux émotions assez fortement, les textures aux émotions beaucoup, ouais. C'est ça, hein, c'est vraiment une bizarrerie. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur ça, le haut potentiel, les zèbres, les surdoués, tout ça, tout ça, tout ça. Bien expliquer que être surdoué n'a rien à voir avec être Mozart ou être Einstein. Absolument rien à voir. Être surdoué n'est pas forcément synonyme de réussite, mais il y a des surdoués qui réussissent. Être surdoué, c'est pas forcément synonyme d'avoir des bonnes notes dans les matières scientifiques et les matières complètement folles. D'ailleurs, au contraire, beaucoup de surdoués sont très créatifs et vont plutôt être dans l'art, la musique et le littéraire. Ça dépend vraiment, donc arrêtons de généraliser, de mettre ces personnes-là dans des cases qui ne leur correspondent pas. Être surdoué, ça ne veut pas dire souffrir toute sa vie, ça ne veut pas dire devoir se bourrer l'estomac à la Ritaline, ça ne veut pas dire de passer sa vie de psychologue en psychologue ou en psychiatrie ou peu importe, c'est n'importe quoi tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Je suis consciente qu'il y a des surdoués, des personnes à haut potentiel qui ont eu énormément de souffrance et du coup comme nous, on est plus dans l'affect, donc on est dans ce cerveau-là, on n'est pas là, non, on est là. On est plus dans l'affect, on crée nos liens avec les gens à travers nos émotions, on est vraiment dans le lien émotionnel, forcément, les blessures, les souffrances, les situations désagréables qu'on aura vécues, elles vont avoir un impact puissance 1000 aussi sur nous. Quelqu'un de typique qui aura vécu la même chose, il va peut-être pas être impacté de la même façon que nous. Donc, effectivement, une personne à haut potentiel risque d'arriver à un certain âge avec des traumas. Et là, effectivement, elle pourrait avoir besoin d'un psychologue ou autre, mais c'est pas une règle. Voilà, c'est pas une règle, c'est le mot que je cherchais. C'est pas une règle. Il y a des personnes à haut potentiel qui sont extrêmement heureuses. Et on ne sait même pas qu'elles sont à haut potentiel parce qu'elles ont grandi dans un milieu qui était favorable à leur développement. Si vous avez un enfant à haut potentiel, alors déjà, c'est génétique les amis. Donc, si vous l'êtes, vérifiez vos enfants. Si vos enfants vont bien, tout va bien à l'école, il n'y a pas besoin de s'alarmer et d'aller chercher à tout prix s'ils le sont ou non. Du moment que tout va bien, d'accord? Mais comme c'est génétique, si vous l'êtes, il y a de très fortes chances que vos enfants le soient ou qu'au moins un de vos enfants le soit. Et si vous l'êtes, il y a de très fortes chances qu'il y ait au moins un de vos parents qui le soit. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Alors Amel, tu as posé une question. Comment tu as fait le lien entre le soleil et le mal à l'oreille? Ça m'ouvre les yeux sur des situations bizarres. Avec mon fils, maintenant, j'ai plus de recul.
Je suis contente de vous ouvrir les yeux sur des situations bizarres, mais j'en ai plein et je vous mettrai le lien de mon live sur les bizarreries du potentiel et ce que moi j'ai vécu. Comment j'ai fait le lien, c'est en voiture. C'est d'abord en voiture. Pourquoi à chaque fois que je suis en train de conduire et qu'il y a le soleil qui tape, j'ai mon oreille qui se bouche? C'est juste pas normal, c'est pas normal. Et ça m'arrivait tellement souvent que j'ai réussi à trouver la situation déclenchante. C'est la voiture, le soleil sur la vitre. Et ensuite, j'ai testé le soleil chez moi. Est-ce que ça me fait la même chose? Bah oui, quand je tourne l'oreille vers le soleil, c'est mon oreille gauche là qui prend un coup. J'ai l'impression que j'ai un poids dedans et j'ai vraiment envie de la secouer quoi pour que ça sorte. Et voilà, et puis après, j'ai fait le lien. Surtout, vous savez, quand vous êtes posé sur une terrasse, un resto ou quelque chose, et qu'il y a le soleil qui tape à travers un parasol ou à travers une bâche ou... C'est là que je le sens. Quand je suis juste à la mer en plein air et que c'est ouvert et que voilà le soleil se propage un peu partout, je le sens pas. Mais quand c'est ciblé comme ça, il y a un rayon qui traverse, là je le sens et c'est comme ça que j'ai fait le lien. En fait, j'ai juste réfléchi dans quelle situation j'ai mal. C'est à chaque fois au soleil. J'ai jamais mal en hiver. Mais j'appréhende pas le soleil. J'adore le soleil, je suis trop contente. Ça change rien maintenant, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a conscientisé les choses, on a plus de chances d'agir dessus. Céline, merci d'être passée, merci, moi aussi je termine là-dessus et puis voilà, j'espère que tout ça vous aura éclairé un peu plus et puis de toute façon je vais continuer dans cette dynamique-là, je vous parlerai peut-être, maintenant que je vous ai parlé de la bizarrerie de la synesthésie, je vous parlerai de la bizarrerie de la kinesthésie et peut-être de l'hyperesthésie la prochaine fois. En tout cas, je vais continuer dans cette dynamique pour vous en apprendre un peu plus sur le haut potentiel parce que c'est vrai que j'accompagne les personnes à haut potentiel mais j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer les choses en détail ou comment elles m'impactent moi dans ma vie ou comment je les comprends moi pour vous les faire comprendre ou c'est vrai que je pense que l'objectif numéro 1 va être de briser les clichés déjà dans un premier temps et de vous ouvrir la conscience à une piste nouvelle qui puisse vous ouvrir les yeux sur des choses que vous vivez. Comme ça, vous pouvez agir dessus tout de suite. Parce que moi, ma motivation à la base pour passer le test réellement, moi, on ne peut pas dire que j'ai eu une vie grande en souffrance. Mais en fait, quand j'ai réfléchi, si les souffrances étaient là, mais c'était à l'intérieur. C'était à l'intérieur. J'ai absorbé des trucs durant mon enfance, ma jeunesse. J'ai absorbé des trucs qui sont restés. J'ai absorbé plein de choses dégueulasses, des blessures, des souffrances. Mais j'ai eu un facteur de résilience qui est élevé. C'est une caractéristique aussi des personnes à haut potentiel. Donc, je me suis suradaptée. Du coup, j'avais toujours tendance à dire que moi, non, ma vie, elle était belle. Moi, j'ai toujours été souriante, heureuse, vivante, bonne vivante. Mais au fond, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Donc, qu'est-ce qui m'a poussée, moi, à passer le test quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose? C'était vraiment pour mes enfants. Parce qu'à ce moment-là, mon fils, donc mon premier, avait 2 ans. 2 ans. Il avait 2 ans quand on m'a mise sur la piste du haut potentiel. Et je n'ai consulté que 3 ans plus tard. Après avoir fait énormément de recherches sur le sujet et avoir regardé le truc en long et en large pour bien me comprendre et pour mieux accompagner mes enfants au cas où un problème se présente. Aux États-Unis, on risque pas d'avoir ce genre de problème à l'école parce qu'ils sont vraiment très empathiques, ils sont vraiment très à l'écoute, très au rythme du développement de l'enfant. Donc, on écoute l'enfant et on suit son développement, son rythme de développement cognitif, physique et tout ça. Et mon fils a été tout de suite dans une école Montessori où ça, c'est la base, quoi. C'est la base. Et du coup, j'avais pas très peur pour ça. Mais c'est vrai que j'ai plus appréhendé pour mes filles de retour en France. J'ai beaucoup appréhendé parce que je sais que le système scolaire... il y a de grosses failles dans le système de l'éducation nationale. Et du coup, j'ai beaucoup plus appréhendé. Mais maintenant que j'ai les outils et tout, je me dis, je pourrais les accompagner dans le pire des cas, quoi. Ou au moins les préparer, ou au moins équilibrer, expliquer, etc. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment motivée. Je l'ai plutôt fait pour mes enfants réellement. Et c'est important, je pense.
J'espère que tu n'as pas été vexée par mon rire, mais j'ai vraiment éclaté de rire quand tu nous as raconté ça. Mais non, pas du tout. Bien sûr que j'ai pas été vexée, tu rigoles, mais moi ça me fait rire, c'est c'est le but. On se divertit un peu sur ma chaîne, on va dire. J'essaierai de penser à d'autres choses parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Il y a... Je sais pas. Il y a plein de choses, je ne les ai pas notées. Malheureusement, j'aurais dû faire un carnet et noter toutes les bizarreries de ce type. Mais il y en a beaucoup, j'essaierai d'y repenser. Mais c'est vrai que voilà, le soleil me fait mal aux oreilles, on peut s'arrêter là-dessus. Les gens qui arrivent en fin de live vont croire que j'ai fait une erreur, mais non. Je vais porter des lunettes de soleil sur les oreilles. Je vais porter les petits masques là, enfin pas les masques, les casques pour la neige, vous savez. Comme ça, j'ai plus mal aux oreilles quand il fait chaud. Allez, bisous les filles, je vous dis à demain. Ciao, ciao.